Comment fonctionnent les marées sur une Terre plane? Sir Isaac Newton a théorisé, et il est maintenant communément enseigné et cru que les marées océaniques de la Terre sont causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune. La gravité de la Lune générerait ce que l'on appelle la force de marée, qui fait gonfler la Terre et son eau, non seulement du côté le plus proche de la Lune, mais aussi du côté le plus éloigné de la Lune. Toutefois, selon leurs propres calculs et prédictions, si la Lune n'a qu'un diamètre de 3476 km et la Terre de 12 875 km, il s'ensuit que la Terre est 87 fois plus massive et que, par conséquent, l'objet le plus grand devrait attirer l'objet le plus petit et non l'inverse. Les héliocentristes affirment que c'est la gravité supérieure de la Terre qui maintient la Lune en orbite et qu'il est donc impossible que la gravité bien moindre de la Lune l'emporte sur celle de la Terre au niveau de la mer, où son attraction gravitationnelle l'emporterait encore plus sur celle de la Lune. Si l'attraction de la Lune est suffisante pour soulever l'eau des océans, ne serait-ce qu'un centimètre des profondeurs où l'attraction gravitationnelle de la Terre est exponentiellement plus forte, alors rien dans la théorie de la gravité n'empêche l'eau de continuer à être attirée jusqu'à la Lune. De plus, la vitesse et la trajectoire de la Lune sont uniformes et devraient donc exercer une influence uniforme sur les marées terrestres, alors qu'en réalité, les marées terrestres varient considérablement. À Port-Natal, Afrique du Sud, par exemple, la montée et la descente ne sont que de 1,8 m, alors qu'à Beira, Mozambique, 965 km plus haut sur la côte, la montée et la descente sont de 8 mètres. De plus, si la gravité de la Lune générait réellement une force de marée faisant gonfler la Terre et ses eaux, tous les lacs, marais, étangs et autres eaux intérieures du monde seraient affectés de la même manière et auraient également des marées. Ces problèmes, et d'autres encore, ont amené Isaac Newton à admettre ouvertement que son explication des marées était la partie la moins satisfaisante de sa théorie de la gravitation. Ainsi, nous avons été amenés, par la seule force de l'évidence, à la conclusion que les marées de la mer ne proviennent pas de l'attraction de la Lune, mais simplement de la montée et de la descente de la Terre flottante dans les eaux du grand abîme. Le calme qui règne au fond des grandes mers ne serait pas possible si les eaux étaient alternativement soulevées par la Lune et abaissées par la Terre. Si l'on garde à l'esprit le fait que l'atmosphère exerce une pression continue sur la Terre, et si l'on associe cela au fait que la Terre est un vaste plan étendu sur les eaux, on comprendra qu'elle doit nécessairement fluctuer légèrement ou s'élever et s'abaisser lentement dans l'eau. Lorsque sous l'action de l'atmosphère, la Terre s'abaisse lentement, l'eau se déplace vers le rivage qui recule et produit la marée montante. Et lorsque, par la réaction du milieu océanique résistant, la Terre s'élève graduellement, les yeux se retirent et la marée descendante se produit. Telle est la cause générale des marées. Les particularités observables peuvent être attribuées à la réaction des chenaux, des baies, des promontoires et d'autres causes locales. Citation de Samuel Robotham, Zététique Astronomie, Earth Not a Globe. La hauteur des marées varie considérablement, principalement en raison des différentes configurations des terres adjacentes. À Chepstow, Pays de Galles, elle s'élève à 18 mètres, à Portishead, Angleterre, à 15, tandis que dans la baie de Dublin, Irlande, elle n'est que de 3,6 mètres, et à Wexford, en Irlande, de 1,5 mètre seulement. Le mouvement d'un niveau à bulles, même lorsqu'il est fixé de la manière la plus stable possible, montre que la Terre elle-même a un léger mouvement de tremblement, et l'oscillation d'un navire au mouillage pendant le jour le plus calme de l'été montre que la mer a une fluctuation. Il est possible que ce soit la pression atmosphérique sur les eaux des grandes profondeurs, et peut-être même que la Lune elle-même, comme l'a suggéré le Dr Robotham, peut influencer l'atmosphère en augmentant ou en diminuant sa pression barométrique et indirectement la montée et la descente de la Terre dans les eaux. David Wardlaw Scott, Terra Firma. Les marées sont clairement le produit des eaux océaniques interconnectées et non des autres eaux de la Terre, et sont donc causées soit par une fluctuation naturelle de la Terre reposant sur les grandes profondeurs, comme l'affirment les auteurs cités ci-dessus et d'autres auteurs du XIXe siècle, soit, si l'on se fie aux récits explorateurs plus anciens, par une possibilité encore plus fascinante. De nombreuses cultures à travers l'histoire ont rapporté qu'il existe au pôle Nord une grande montagne de pierres de Loden, entourée d'un énorme tourbillon qui serait à l'origine des marées terrestres. Ce courant marin inverserait la direction toutes les 6 heures, aspirant et repoussant alternativement les eaux de l'océan comme le souffle de Gaïa, au centre du nombril de la Terre, qui inspire et expire 2 fois par jour. Si c'est vrai, cela explique la régularité des marées hautes et basses mieux que toute autre théorie proposée,
D'anciennes légendes nordiques affirment qu'un gigantesque tourbillon violent connu sous le nom de Vergelmir, ou le puits du monde, entoure la montagne polaire et, par le biais de cycles quotidiens de 4 fois 6 heures de poussée et de traction à travers les canaux souterrains, provoque les marées montantes et descendantes de la Terre. On trouve des traces historiques de ce gouffre profond dès le 8e siècle après Jésus-Christ, lorsque Paulus Diaconus, ou Paul de Diacre, écrivit dans son Historia Langobardorum que, non loin du rivage, là où l'océan s'étend sans limite, se trouve ce gouffre très profond que l'on appelle communément le nombril de l'océan. On dit que, 2 fois par jour, il aspire les vagues et les rejette comme il est prouvé que cela se produit le long de toutes les côtes, où les vagues s'engouffrent et repartent avec une rapidité effrayante. Par le tourbillon dont nous avons parlé, on affirme que les navires sont souvent entraînés avec une telle rapidité qu'ils ressemblent à un vol de flèches dans l'air et qu'ils se perdent parfois dans le gouffre avec une destruction très effrayante. Souvent, alors qu'ils sont sur le point de couler, ils sont ramenés par un choc soudain des vagues et ils sont renvoyés de là avec la même rapidité qu'ils ont été attirés. En 1035, l'explorateur Adam de Brême a raconté sa rencontre mortelle avec ce gouffre abyssal dans son livre Gesta Amaburgensis Ecclesiae Pontificum. Ils tombèrent soudain dans le brouillard obscur de l'océan qui les engourdissait et qu'on pouvait à peine pénétrer avec les yeux. Et voici que le courant de l'océan fluctuant retournait en tourbillonnant vers sa mystérieuse source et entraînait avec une furieuse impétuosité les malheureux marins qui, dans leur désespoir, ne pensaient plus qu'à la mort dans le chaos. Il s'agit, dit-on, du gouffre abyssal, cette profondeur dans laquelle on rapporte que tout le reflux de la mer, qui semble diminuer, est absorbé et à son tour revomi, comme on décrit habituellement la fluctuation croissante. Alors que les partenaires imploraient la miséricorde de Dieu pour qu'il accueille leur âme, la poussée de la mer vers l'arrière emporta certains de leurs navires, mais son éjection vers l'avant jeta les autres loin derrière eux. Ainsi libérés par l'aide opportune de Dieu du péril instantané qu'ils avaient sous les yeux, ils secondèrent le flot en ramant de toute leur force. Giraldus Cambrensis, ou Gérald de Galles, archidiacre de Brecon et greffier du roi Henri II, a écrit dans son ouvrage de 1188, Topographia Hibernica, que, non loin des îles vers le nord, il y a un étonnant tourbillon dans la mer vers lequel les vagues se dirigent de toutes parts, jusqu'à ce que, se déversant dans les recoins secrets de la nature, elles soient englouties, pour ainsi dire, dans l'abîme. Si un navire passe par hasard dans cette direction, il est happé par la force des vagues et aspiré par le tourbillon sans possibilité de s'échapper. Il y a 4 de ces tourbillons dans l'océan décrits par les philosophes comme existant dans les 4 différents quartiers du monde, d'où la conjoncture que les courants de la mer, ainsi que les vents, sont régulés par des principes fixes. Le tourbillon est également mentionné dans un autre ouvrage de la fin du XIIe siècle, Historia Norwegiae, où l'auteur, un moine norvégien anonyme, donne une description particulièrement détaillée. On y trouve le plus grand de tous les tourbillons qui engloutit les navires les plus solides, les aspirant à marée descendante et rejetant leurs fragments avec une éructation à marée montante. Il y a un gouffre très profond dans la terre elle-même et, à côté des cavernes à gueule ouverte contenant des vents qui, dit-on, sont produits par la respiration de l'eau et qui sont le souffle des coups de vent. En effet, par leur respiration, ces vents attirent à eux les eaux de la mer à travers des paysages cachés dans la terre. Ils les enferment dans la voûte de l'abîme, puis, par la même force, les chassent à nouveau, provoquant des ondes marines, des vagues et un tourbillon de trompes d'eau. Il y a aussi des tremblements de terre, des décharges de vapeur et des incendies, car lorsque le souffle des vents retenu dans les joues de la terre s'efforce d'éclater, il ébranle les fondements du monde avec un mugissement épouvantable et le fait trembler. Ainsi, lorsque le souffle des vents lutte avec le feu de l'intérieur de la terre, même au milieu de l'océan, les profondeurs se fissurent et l'on voit émerger des émanations fumantes et des flammes sulfureuses. En 1508, le cartographe Johannes Ruysch a publié une carte du monde sur laquelle figurait la montagne polaire et le tourbillon avec une inscription. Sous le pôle arctique se trouve un haut rocher magnétique de près de 250 km de circonférence. Une mer agitée entoure ce rocher, comme si l'eau était déversée d'un vase par une ouverture vers 4 bouches en contrebas. Plus tard, en 1595, Gerardus Mercator, le cartographe le plus connu de l'histoire, a publié sa Septentrionalium Terrarum Descriptio, qui représente en détail la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure, ainsi que l'inscription suivante.
un gouffre monstrueux dans la mer vers lequel convergent et se rejoignent de tous côtés les flots de la mer venant de régions éloignées, comme s'ils y étaient amenés par un conduit se déversant dans les mystérieux abîmes de la nature. Ils y sont comme dévorés. Et, s'il arrive qu'un navire passe par là, il est ainsi entraîné par la violence si puissante des vagues que cette force affamée l'engloutit immédiatement pour ne plus jamais réapparaître. Une lettre de Mercator adressée à John Dee, conseiller de la reine Élisabeth Ier, fournit plus de détails. Au milieu des 4 pays se trouve un tourbillon dans lequel se déversent les 4 mers qui divisent le nord. L'eau s'y engouffre et descend dans la terre comme si on la versait à travers un entonnoir filtrant. Il y a une largeur de 4 degrés de chaque côté du pôle, soit 8 degrés en tout. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure continuent d'apparaître dans la cartographie et la cosmographie. Ils figurent sur la carte de Linschoten de 1595, sur celle d'Ortelius de 1599, sur le Fasciculus Geographicus de Quod de 1608, sur la carte de Hondius de 1619, sur celle de Purchas de 1625 et dans la cosmographie de Heylin de 1659. Il écrit à leur sujet: « Sous le pôle arctique se trouve, dit-on, un rocher noir d'une hauteur prodigieuse d'environ 33 lieues de circonférence. La terre attenante est déchirée par la mer en 4 grandes îles. En effet, l'océan se brisant violemment à travers ce rocher et se dégageant par 19 canaux, créés par 4 euripes, cours d'eau, ou tourbillons féroces, par lesquels les eaux sont finalement emportées vers le nord et celles-ci englouties dans les entrailles de la terre. L'euripe, ou tourbillon formé par l'océan Scythique, a 5 entrées, et en raison de son passage étroit et de son cours violent, n'est jamais gelé. L'autre, au dos du Groenland, long de 37 lieues, a 3 entrées et reste gelé 3 mois par an. Un certain Scholler d'Oxford rapporte que ces 4 euripes sont emportés avec une telle violence par un tourbillon vers un gouffre, dans lequel ils sont finalement engloutis, qu'aucun navire n'est capable d'endiguer le courant avec un coup de vent très fort, et pourtant il n'y a jamais de vent aussi fort que pour faire tourner un moulin à vent. En résumé, l'explication moderne dominante selon laquelle les marées terrestres sont causées par la gravité de la Lune est manifestement incorrecte pour plusieurs raisons. Notamment son pouvoir d'attraction insuffisant, la non-uniformité des marées et l'absence de marées sur toutes les étendues d'eau intérieure. La véritable cause pourrait être, comme l'a proposé Samuel Rowbotham, la douce fluctuation naturelle de la Terre sur les eaux de grande profondeur, mais cette explication simple ne suffit pas à expliquer la parfaite régularité des marées qui montent et descendent toutes les 6 heures. Pour expliquer cela, les anciens explorateurs et cartographes ont évoqué la possibilité beaucoup plus fascinante d'un puits mondial situé sous le pôle Nord, qui pousserait et tirerait toutes les eaux océaniques de la Terre à travers d'immenses cavernes souterraines. Il existe des preuves circonstancielles modernes qui accréditent fortement cette idée. Le plus grand tourbillon du monde connu du public s'appelle Saltstraumen, juste au nord du cercle polaire arctique en Norvège, où 400 millions de mètres cubes d'eau passent à travers un détroit de 3 km de long et de 150 mètres de large, à une vitesse de 10 mètres par seconde. Comme dans les légendes du Vergelmir, ce tourbillon nordique se produit exactement 4 fois par jour, toutes les 6 heures, au rythme des marées. En fait, la majorité des tourbillons naturels dans le monde, y compris les célèbres tourbillons de Naruto au Japon, se forment 4 fois par jour, toutes les 6 heures, et en même temps que les marées. Si les anciennes légendes sont vraies, cela pourrait également expliquer pourquoi des fortes restrictions de vol et de navigation existent au pôle Nord, et pourquoi des explorateurs comme Rodney Clough ont été repoussés sous la menace d'une arme par des navires militaires russes lorsqu'ils ont tenté d'explorer la région polaire Nord de manière indépendante. Aujourd'hui, le puits mondial a pratiquement disparu des cartes et des esprits modernes, mais avec la marée montante de la vérité, il y aura certainement d'autres révélations.